Bonsoir. Belle perspective que les vacances d'été, si vous avez la chance d'en avoir. Quand on fait des projets, tout devrait se passer évidemment comme sur des roulettes. Dans la réalité, ça peut être moins drôle, surtout si l'avion est annulé ou a du retard. Pourquoi est-ce que c'est si fréquent? Un ciel embouteillé, est-ce que c'est une fatalité? Quels sont vos droits? Les indemnisations sont parfois si difficiles à obtenir. Mais vous pouvez vous faire aider. Et vous pensiez avoir tout prévu en souscrivant à une assurance annulation voyage? Pas si simple. Des témoignages, des conseils avant que vous boucliez votre valise. L'été, c'est aussi la saison des fleurs de jardin ou de balcon. Un mythe s'effondre ou presque. Vous allez voir, la fleur la plus suisse n'est pas si suisse que ça. La situation devrait empirer cette année. Parole de spécialistes de l'aéronautique. Si vous devez prendre l'avion cet été, vous êtes prévenus. Ce n'est pas réjouissant, mais les chiffres sont là. Les retards ont explosé dans le ciel européen. Du côté de l'aéroport de Genève, des mesures ont été annoncées mardi dernier pour éviter le chaos de juillet 2018. Localement, ça pourra, on espère, limiter le problème, mais limiter seulement parce que, vous allez voir, les causes de ces retards et annulations de vols à la chaîne sont multiples et touchent toute l'Europe. Souvenez-vous, entre juillet et août 2018, EasyJet a dû annuler en moyenne 5 vols par jour. Suisse en a supprimé 37 au total au départ de Genève. Un cauchemar provoqué par des grèves et un manque chronique de contrôleurs aériens. Ajoutez à cela une augmentation de 5% du trafic, plus que prévu. Et cet été, la situation s'annonce tout aussi chaotique. Pilote et commandant de bord depuis près de 30 ans, Marc Vionnet a suivi cette évolution. Actuellement, si on veut comparer à ce qui s'est passé l'année passée et ce qui va se reproduire en partie cette année, le problème principal, c'est l'organisation du trafic aérien en Europe. On a des zones où on n'a pas assez de contrôleurs aériens à disposition. Ceci implique en fait que tout d'un coup, il y a des engorgements. Alors malgré le fait qu'on travaille en 3 dimensions avec l'aviation, on se retrouve avec tout d'un coup des secteurs, des couches qui vont être fermées parce qu'on va manquer de contrôleurs aériens. Et c'est principalement ceci qui engorge et qui bloque le trafic. Le trafic aérien est organisé par secteurs géographiques qui ont des capacités maximales déterminées. À Genève, par exemple, sous le contrôle de Skyguide, la capacité de l'aéroport est de 40 mouvements par heure. Comment est-ce que vous gérez cette saturation? Parce qu'elle existe. Alors justement, on retarde les avions. En fait, il y a au niveau de l'Europe un centre opérationnel de gestion des flux de trafic qui est à Bruxelles et qui s'occupe d'éviter que chaque secteur soit saturé et que donc la demande dépasse la capacité. Donc si on a un secteur de 50 et puis qu'on a une demande de 60, on peut imaginer que 10 avions seront retardés pour qu'on n'ait pas plus que 50. En Europe, le manque d'aiguilleurs du ciel est un problème récurrent. En Suisse, la profession attire toujours malgré une longue formation, entre 3 et 4 ans. C'est une profession qui est relativement sélective. Donc on reçoit environ 700 dossiers par année et puis on prend en finalité 35 pour ce qui est de Skyguide. Et puis après, à la fin, on n'a pas encore forcément les 35 au bout. Puis on va engager le nombre de contrôleurs qu'on a besoin. Mais donc, on doit se projeter à 3-4 ans. Et donc, il faut qu'on ait les chiffres corrects pour avoir le nombre de personnes correctes. Autre problème, le projet Ciel unique européen qui piétine malgré les promesses de 2009 et qui permettrait un meilleur flux. En attendant, c'est l'organisation Eurocontrol qui centralise les demandes pour éviter les bouchons. Mais ce n'est pas toujours possible. On se retrouve certaines fois dans ces situations où l'espace est trop engorgé. Puis à ce moment-là, on a un retard important. Comme pilote, eh bien, c'est une pression supplémentaire, bien sûr. C'est des retards. On est amené à gérer, à coordonner ou veiller que la coordination fonctionne entre toutes les différentes groupes qui sont impliqués. On a les services aux passagers, on a les services à l'avion, on a les services de chargement pour la gestion des bagages. Et puis, il faut coordonner en fait tous ces éléments pour qu'on puisse partir en fonction de ce créneau. Et parfois, la météo s'en mêle. C'est régulièrement le cas à l'aéroport de Genève. On a quand même vu une augmentation de alerte à l'orage. Il faut quand même savoir, quand il y a le risque
au-delà d'un certain niveau qui peut avoir de la foudre, nous arrêtons toutes nos opérations. Et là, suivant le temps que ça dure, on ne peut pas faire sortir les passagers ou rentrer les passagers. Ça nous fait perdre aussi du temps. Mais c'est typiquement des choses qui sont difficiles à prévoir. Et lorsque les avions sont cloués au sol, ça coûte cher aux compagnies aériennes et à l'aéroport. Ça représente des taxes aéroportuaires en moins parce que les avions ne volent pas. Mais surtout aussi, ce qui est le plus difficile, c'est une pression supplémentaire sur les équipes. Parce que des équipes qui pourront peut-être finir avec un certain nombre d'avions à 10 heures, tout d'un coup c'est 11 heures, 12 heures, minuit. Ça a un impact assez dur sur aussi les équipes. Et ils ne vont pas pouvoir faire ça chaque été. C'est trop demandé. En 2018, près de 60 millions de passagers ont pris l'avion, rien qu'en Suisse, une croissance de 67% depuis l'an 2000. Il y aura bien un moment où on arrivera à une limite en termes de saturation de trafic, mais si vous voulez vous projeter dans 10, 15, 20 ans et venir me dire qu'on va doubler le trafic en Suisse, non, ça ne sera pas possible. Toutes ces projections, elles sont faites à un niveau plus global. Si on organise de manière efficace et systématique l'espace aérien, ce ne sera probablement pas l'espace aérien qui sera la problématique, mais ce sera plutôt tout ce qui se passe au sol. Et ce n'est pas demain que le nombre de retards et d'annulations va diminuer, bien au contraire. Parmi les facteurs qui provoquent le plus de retards et d'annulations de vols dans le ciel européen, ce sont les grèves et la pénurie de contrôleurs aériens. Une plaie pour nous voyageurs, mais aussi pour les compagnies aériennes. Avec nous depuis Bruxelles pour en parler, Thomas Reinhardt, bonsoir. Hello. Vous êtes directeur général de Airlines for Europe, qui regroupe Air France, entre autres, KLM, British Airways, Iberia, Lufthansa, EasyJet et Ryanair. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ces retards ont évidemment une implication, un impact sur l'organisation des compagnies aériennes, mais aussi un impact financier, on n'en doute pas. Est-ce qu'on peut le chiffrer par année? Ce sont des milliards d'euros par an de perdus? Si l'on examine les retards de l'année dernière, nous remarquons que l'année dernière, ça a été doublé. Si l'on compare les retards avec l'année précédente, nous avons fait une étude pour les compagnies aériennes européennes. Nous avons calculé l'impact financier de ces retards. Nous avons conclu que pendant les 5 dernières années, le coût à l'économie européenne était de 13 milliards d'euros. Alors, les compagnies doivent aussi prendre des mesures internes. Par exemple, on l'a dit à Genève, Suisse et EasyJet vont positionner davantage d'avions de réserve et puis aussi augmenter les équipes d'encadrement technique. Tout ça coûte très cher, j'imagine. Cela ennuie les passagers, les aéroports et les compagnies, parce qu'il y a beaucoup de passagers qui sont en rade dans les aéroports. Et cela augmente la frustration. Le coût exact est très difficile à prévoir. Et cela dépend d'un retard à l'autre. Il y a aussi les grèves. Et il y a aussi un effet domino, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une grève, au jour J, il y a des retards. Et donc, les compagnies sont obligées de réorganiser leurs horaires et refaire des réservations pour les passagers. Cela a un impact énorme. Alors, est-ce que les compagnies n'ont pas une responsabilité? Est-ce que vous n'offrez pas trop de vols par rapport aux capacités des aéroports et du ciel européen? Finalement, c'est peut-être aussi vous les responsables. Nous, de notre côté, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais nous dépendons totalement de la direction du système du trafic aérien. C'est un vrai problème et il faut regarder les choses sur le plan national. Il y a quelques compagnies européennes, en France, en Allemagne, qui causent beaucoup de problèmes de retard à cause du manque de personnel. 60% de la circulation aérienne est causée par le manque de personnel et la mauvaise gestion du personnel. Alors, les vols vont continuer à se multiplier. Selon une étude de Eurocontrol, on parle de 16 millions de vols supplémentaires dans les 20 ans à venir. Ça va être le chaos total dans le ciel européen.
Les cieux européens sont compliqués. Nous n'avons pas encore un ciel unique européen, malgré toutes les négociations qui ont eu lieu depuis des années entre les compagnies aériennes. Cela complique les choses, surtout pendant la saison touristique en été. Et il y a 14% d'augmentation des vols en Europe et le système ne peut plus supporter cette croissance, cette augmentation des vols. Nous allons continuer à avoir des problèmes. Dans le meilleur des cas, il va y avoir des retards, comme l'année dernière, mais il n'y aura certainement pas d'amélioration. Très bien, on aura compris vos explications. On espère qu'il n'y aura pas trop de chaos dans le ciel européen cet été. Merci beaucoup pour vos explications, Monsieur Reinert. You're welcome. Un vol annulé ou un vol retardé, ça peut mettre en péril toute la suite du voyage ou des vacances. Mais vous avez des droits, pas toujours simples à faire reconnaître. Claire-Lise Mathey adore la Crète. Depuis de nombreuses années, elle s'y rend régulièrement en vacances. Cette année, elle décide de faire le voyage avec sa fille. Elle réserve leur billet avec la compagnie suisse Genève-Héraclion-Genève. Départ le mardi 16 avril, retour le mardi 30. Un mois avant le départ, c'est-à-dire très précisément le 18 mars, je reçois un mail de la compagnie suisse. Et en clair, ils annulaient notre voyage de retour du 30 avril et ils nous proposaient de rentrer le lendemain en transitant par Zurich. Ce voyage proposé durait environ 8 heures, alors que le voyage normal, 2h50. J'ai quelques soucis de santé. Pour moi, c'était hors de question d'accepter cette proposition. Un voyage trop long, un changement de date qui ne convient pas à sa fille qui doit reprendre le travail. Claire-Lise Mathey refuse le changement d'horaire et tente par tous les moyens de trouver une solution auprès de Suisse. Et j'attends encore au téléphone et j'attends. Et au bout d'un certain temps, on vient me dire « Oui, alors on peut annuler le vol et puis on vous rembourse 40 francs. » Et là, franchement, on n'est peut-être pas d'accord. C'est vraiment se moquer du monde. Seulement pour nous, c'est pas possible. Alors justement, c'est pour ça que je vous téléphone pour voir. Et finalement, on leur a dit, mais on va être obligé de tout annuler. Et j'ai eu une dame en ligne qui m'a dit, oui, alors vous pouvez tout annuler et on va vous rembourser intégralement. Ça, c'était au téléphone. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Au contraire, c'est le début d'une longue bagarre avec Suisse pour récupérer le prix des billets, soit 533 francs 60. Et ensuite, pour se faire rembourser, pas loin d'un mois d'échange de mails. Une histoire, mais abracadabrante. Une histoire vraiment à user les nerfs de n'importe qui. Mais ma fille m'a dit, on ne lâche pas parce qu'ils se moquent de nous. Alors, c'est des petites sommes. Je peux vivre sans ça, c'est sûr. C'est le principe. Peut-être qu'à l'usure, ils se disent, oh, elle va arrêter de nous écrire et puis on aura gagné. Non, je ne suis pas d'accord. Claire-Lise Mathey a finalement été remboursée. André Marty est un artiste. Il transforme les casques des sportifs en œuvres d'art. Le 6 mai dernier, il devait se rendre à Venise pour un rendez-vous avec un client important. Je fais mes réservations d'hôtel, je me fais mes réservations d'avion, je me rends à Genève pour prendre mon vol. Et puis on attend, puis d'un coup on voit au tableau information à l'heure de décoller. Je dis là, il y a un problème, 9h20, 21h20. À 21h on va, ok, il faut attendre 22h20. On attend 22h20, puis là on nous dit que l'avion va décoller à 23h59. Puis là je me dis, Genève, là il y a une embrouille. Effectivement, André Marty apprend au bout de plusieurs heures d'attente que son vol pour Venise est annulé. Lorsqu'il essaye d'en savoir plus, EasyJet est aux abonnés absents. Ça devient agaçant. Je sais que mon rendez-vous du lendemain est cuit. C'est surtout ce manque d'information qui est extrêmement gênant et blessant parce qu'on nous rit au nez, quoi. C'est pas la question de l'argent proprement parlé. C'est en étant cru, c'est le foutage de gueule, clairement, parce qu'on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. André Marty a dû insister pour se faire rembourser. EasyJet estimait qu'il n'avait droit qu'au vol annulé. La compagnie a finalement remboursé l'aller et le retour. En revanche, elle refuse de payer l'hôtel.
Mais il y a peut-être un autre moyen de se faire dédommager. Vous savez que vous avez droit à des indemnités? Non, je ne sais pas. Déjà qu'on me rembourse ce que j'ai mis. Après, le temps perdu, je pense, dans d'autres endroits, oui, mais là, non. Et il n'est pas le seul. On estime à seulement 5% le nombre de voyageurs qui connaissent leurs droits et qui font les démarches pour obtenir des indemnités. En Europe, Suisse comprise, le droit des passagers est protégé par un règlement adopté en 2004. Il garantit qu'en cas d'annulation, les passagers ont le droit d'être assistés, réacheminés, remboursés et surtout d'être indemnisés. 250 € pour les vols jusqu'à 1500 km, 400 € pour ceux de 1500 à 3500 km et 600 € pour les vols de plus de 3500 km. Même tarif en cas de surbooking. Les retards de plus de 3 heures sont aussi indemnisés depuis 2009 suite à une décision de la justice européenne. Surtout, les compagnies aériennes ont l'obligation d'informer les passagers sur leurs droits de manière visible, mais c'est rarement le cas. Ces indemnisations ne s'appliquent pas en cas de circonstances extraordinaires comme la météo ou une grève. Ce droit européen est de loin le plus favorable pour les passagers. Autre exemple, vous avez raté une correspondance à New York pour Miami ou Vancouver parce que votre vol au départ de Genève a eu plus de 3 heures de retard. Eh bien, là aussi, vous avez droit à une indemnité. Les compagnies sont responsables de tous les vols sur votre réservation. C'est valable aussi pour les compagnies suisses qui doivent respecter cette décision de la Cour européenne de justice. S'ajoute également la Convention de Montréal qui couvre encore d'autres circonstances. Bref, il vaut vraiment la peine de défendre ses droits, quitte à demander de l'aide. Patricia Parama connaît bien ses droits. Le 13 mai, son vol de la compagnie suisse Porto-Genève est annulé pour une raison technique. De retour à Genève, elle commence les démarches pour être indemnisée. Alors, je demande l'indemnisation de 250 € par passager, à laquelle j'ai le droit. Et ensuite aussi le remboursement de frais de taxi. Donc, ils me répondent que pour Suisse, la sécurité, c'est très important, qu'ils ne peuvent pas pallier à tous les problèmes techniques. Et que du coup, c'était pour notre sécurité qu'ils ont annulé et que dans ce cadre-là, c'est une cause extraordinaire. Donc ils ne vous remboursent pas? Non, ils disent que non. Patricia Parama insiste et demande des preuves sur ces fameuses raisons techniques qui ont provoqué l'annulation du vol. Suisse n'en donnera pas. Et là, ils me répondent que c'est leur décision définitive. Donc j'ai l'impression de me faire berner. Je les trouve pas très professionnels dans la manière de répondre. Ils ignorent quand même ma demande de preuves. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dégoûtée, elle décide de faire appel à une société de recouvrement en ligne, AirHelp, et son dossier est accepté. J'envoie la demande d'indemnisation. Et là, donc ça a été assez rapide, peut-être une semaine, où ils me disent que la demande d'indemnisation a été acceptée par Suisse. J'ai été remboursée, moins en fait 25% qui prennent, mais ça du coup c'est très clair, c'était le jeu. Mais j'ai été indemnisée, donc j'étais très énervée envers Suisse. Comment ils ont osé me dire non et après en fait ils acceptent à travers AirHelp. Je me suis dit, mais ils se moquent vraiment de moi. Donc j'étais un peu bouche bée, puis je leur ai écrit et je leur ai demandé justement, donc au moins comme geste commercial qui compense en tout cas les 25% qui ont été pris par AirHelp. Et j'ai jamais eu de réponse, bien entendu, je m'y attendais. Nous nous sommes rendus à Berlin pour en savoir plus sur cette jeune entreprise AirHelp. Elle fait partie des nombreuses sociétés de recouvrement qui ont flairé le bon filon à l'heure où le trafic aérien explose. Ces sites s'occupent de toutes les démarches de réclamation. Bureau flambant neuf et branché, AirHelp est devenue leader sur ce marché. Créée par 3 amis d'enfance il y a 6 ans, elle emploie aujourd'hui 600 personnes et prétend avoir aidé 10 millions de voyageurs à obtenir des indemnités.
La directrice de communication d'AirHelp, Paloma Salmeron, affirme que le nombre de voyageurs ayant droit à des dédommagements a bondi de 88% en 4 ans. Nous avons fait un sondage l'an dernier et nous avons découvert que 85% des passagers ne connaissent pas leurs droits. Donc vous imaginez que quand une perturbation se produit et que votre vol est retardé ou annulé, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont droit à recevoir une compensation, que les compagnies doivent s'occuper d'eux pour qu'ils ne soient pas perdus. Nous voulons que les gens comprennent leurs droits. On se concentre là-dessus. Encore faut-il arriver à faire valoir ses droits. AirHelp surveille de très près les compagnies aériennes et parmi les mauvais élèves, on trouve Swiss et EasyJet. L'an dernier, EasyJet a rejeté à tort 96% des indemnisations des passagers dans le monde, ce qui n'est donc pas du tout positif pour un passager qui tente de faire une réclamation lui-même. La compagnie suisse ne fait malheureusement pas beaucoup mieux. C'est la 3e pire de Suisse. Elle rejette 76% des réclamations qu'elle reçoit, selon notre base de données. 2e du classement en Suisse, la compagnie Edelweiss. AirHelp est cependant beaucoup moins transparente sur leurs chiffres. Impossible de connaître le montant des indemnités récoltées par la société. Ce que l'on sait, c'est qu'elle touche en cas de succès une commission de 25% minimum, 50% si l'affaire va jusqu'au tribunal. Vous ne donnez pas de chiffres sur le montant des indemnisations que vous récoltez? Non, on ne le fait pas. Nous constatons que lorsqu'on révèle combien on aide les passagers, les compagnies aériennes font tout pour demander une réduction de ces droits. On n'en saura pas plus non plus sur le nombre de cas qui vont jusqu'au tribunal. Permanence juridique de bon à savoir? Du côté des défenseurs des consommateurs, on conseille d'utiliser les services de ces sites avec modération et de faire les démarches soi-même. Bon à savoir propose à ses abonnés un outil Piloter votre plainte qui vous permet de rédiger une lettre sur mesure. Depuis sa mise en ligne il y a 2 ans, les demandes qui ont droit à une indemnité ont atteint plus d'1 demi-million de francs. Les derniers chiffres donnent 506 000 francs de possibilités d'indemnisation, donc ce qui est quand même beaucoup. La grande majorité, c'est des cas d'annulation, de retard. Ça prouve que ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour faire la démarche. Mandataire d'avocat, malheureusement, encore aujourd'hui, les compagnies aériennes tapent sur une certaine inertie et une méconnaissance des gens et ça vaut quand même la peine de se battre, de faire valoir ses droits, ne pas hésiter à pilonner les compagnies, mais vraiment ne pas lâcher l'os, insister. Et ça vaut la peine. AirHelp estime que les indemnités non réclamées par les passagers en Europe représentent 5 milliards de francs. Vous avez 2 ans pour faire valoir vos droits avec tous les justificatifs, évidemment. Vous avez entendu que EasyJet et Swiss sont trop réticentes à verser des indemnisations. J'ai invité les 2 compagnies sur ce plateau. Les chaises resteront vides, elles ne viendront pas. Par écrit, EasyJet nous dit prendre très au sérieux ses responsabilités et s'acquitter toujours des indemnités lorsqu'elles sont dues. Permettez-moi une moue dubitative. Swiss, de son côté, se défend en critiquant AirHelp, une société à but lucratif. Nous ne sommes pas convaincus de leur objectivité dans ce contexte. Quant au montant total des indemnités versées, on ne communique pas. Cela dit, si vous avez besoin d'aide, il existe différentes permanences juridiques, dont celle de la Fédération romande des consommateurs. La route des vacances peut s'arrêter avant même de prendre l'avion. Un problème de santé, par exemple. Vous avez pris des précautions avec une assurance annulation, très bien, sauf que là aussi, il faut parfois se battre. Le 3 juin 2018, le vol 1380 d'EasyJet décolle de Nice, direction Genève. À son bord devait se trouver Gisèle Larrea, qui allait rendre visite à son fils. Mais elle n'a pas pu prendre l'avion. Quelques jours avant son arrivée, elle m'a téléphoné en disant « Je ne peux pas venir, je suis malade ». Claude Gaston n'est pas inquiet, car il avait contracté une assurance annulation de voyage. Je prends toujours cette assurance parce qu'elle a 84 ans et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. C'est dans vos habitudes? Oui. Il contacte le médecin de sa mère pour obtenir un certificat médical.
Pour moi, la première chose, c'était si je veux avertir l'assurance, il me faut une preuve. S'il n'y a pas de preuve, ça ne marche pas. J'envoie le dossier le 1er août à la Zurich Assurance Fribourg, j'ai dit qu'il transmettra. Et le 28 août, n'ayant eu aucune réponse, je téléphone. Puis on me dit « Ah non, ça il faut avertir EasyJet directement ». Il envoie tout le dossier à la compagnie aérienne, pas de réponse. Rien. Aucune réponse. J'ai réécrit en septembre, j'ai réécrit en novembre ou décembre, je crois. Il ne se passait rien. Tous mes documents sont avec et que vous les avez. Claude Gaston a acheté l'assurance annulation de voyage sur le site internet d'EasyJet au même moment que le billet de sa mère. Il pensait avoir affaire à la Zurich Assurance. L'hiver passé, j'ai reçu un document d'une maison qui s'appelle Intana. J'ai été surpris que cette maison d'assurance, qui est basée à Londres, m'envoie un document qui fait 8 pages. Il y avait des questions très personnelles et très spécifiques qui devaient être remplies par le médecin, qui ne les aurait jamais remplies. Ça, c'était pas possible. Alors j'ai gardé ce document, je ne l'ai pas renvoyé, à mon grand tort peut-être, je ne l'ai pas renvoyé, c'est sûr. Et cette Intana, pour moi, ne correspondait à rien, parce que Intana, pour moi, c'était la Zurich Assurance, je ne vois pas ce que c'était. EasyJet affiche très clairement sur leur site internet leur partenariat avec la Zurich Assurance, une compagnie basée en Suisse. Mais lorsqu'on lit les conditions générales, on apprend que la gestion des sinistres et le service d'urgence est assumé par Intana Assist, nom commercial de Collinson Insurance Services Limited. En clair, la Zurich Assurance délègue ses dossiers à une société anglaise inconnue en Suisse. Spécialiste du droit du voyage, la juriste Kim Vallon n'est pas étonnée. Ça peut porter à confusion et peut-être à la limite induire en erreur la personne qui ne va pas lire plus loin dans les conditions générales. Bien souvent, vous réservez votre voyage et puis fin du processus, est-ce que je veux une assurance annulation, oui, non? Vous ne savez pas quel est le contenu de cette assurance. J'ai pas tellement confiance en une assurance qu'on vous donne presque, c'est 12, 15 francs souvent ces assurances, qui attendent comme service pour un prix aussi bas. Claude Gaston, lui, n'attend plus rien. Il a perdu patience. Non, j'arrête maintenant, c'est fini. J'ai perdu mon temps à leur écrire des courriels, à scanner les documents, à leur envoyer à chaque fois. Et puis voilà. Il faut dire qu'il existe autant d'assurances voyage que de prestations. Par exemple, pour une famille de 4, Allianz propose pour 199,50 francs une assurance de base qui couvre jusqu'à 50 000 francs de frais d'annulation. Même couverture chez la mobilière où l'assurance de base coûte 170,50 francs. Avec le carnet ETI, le TCS offre à ses membres pour 89 francs une prestation qui rembourse jusqu'à 120 000 francs. C'est la couverture annulation la plus élevée. Le point cardinal, lorsqu'on s'intéresse à une assurance, quelle qu'elle soit, lisez les conditions générales, les clauses auxquelles il faut faire attention. C'est les clauses qui concernent la couverture, donc que couvre cette assurance, quel type de sinistre, annulation, maladie, etc., que ne couvre pas cette assurance, éventuellement qui est couvert par l'assurance. Je dirais que c'est les principaux points sur lesquels il faut faire attention. Les cartes de crédit proposent aussi des assurances annulation. Certaines sont incluses dans le prix de la carte, comme les cartes Platinum. Pour les autres, il faudra débourser environ 70 francs par an pour une assurance. Dans la majorité des cas, pour être couvert, il faut payer une partie du voyage avec sa carte de crédit. Avant de contracter une assurance, regardez si vous en avez vraiment besoin. C'est surtout le cas si vous allez faire un voyage coûteux. Inutile de prendre une assurance annulation pour un petit saut de puce en Europe. Ça n'en vaut pas la peine, vous payerez plus cher votre assurance que le prix du voyage. Et on ne le dira jamais assez, lire attentivement les conditions générales pour ne pas avoir de mauvaises surprises, comme Claude Gaston.
Reportage réalisé par Muriel Siquier et Olga Baïf. En parlant de surprise, on va commencer par une bonne. Vendredi dernier, il y a donc 4 jours, est arrivé chez la mère de Claude Gaston un courriel de la Zurich Assurance qui lui annonce ceci. Nous sommes prêts à prendre en charge les frais d'annulation du vol. Après déduction des frais de franchise de 25 €, le montant remboursable se monte à 94 €. Comme par hasard, 1 an après, il aura fallu l'intervention d'un bon entendeur pour que l'affaire soit réglée. Maintenant, on ne va pas totalement être rabat-joie. Vos vacances seront certainement très réussies. Pour les employés, partir loin ou profiter d'un farniente chez soi tout en touchant un salaire, c'est une possibilité très récente à l'échelle de l'humanité. Malik Melli a plongé dans nos archives jusqu'au début du XXe siècle. Les vacances étaient un luxe. Prendre ses vacances, la chose est aujourd'hui banale, mais en 1920, ce n'était pas donné à tout le monde. Il fallait des moyens pour batifoler sur la plage. Le grand boom des vacances populaires, c'est 1936, grâce à une invention révolutionnaire, les congés payés. Heureux temps des vacances, où chacun, fuyant la ville, s'évade des soucis quotidiens. Exode vers l'espace, l'air, le soleil régénérateur. Cette détente est principalement nécessaire à la jeunesse. Les jolies colonies de vacances. Merci. Ah, les colonies de vacances. Pierre Perret les a chantées, mais c'est un Suisse qui les a inventées. En 1876, un pasteur zurichois a l'idée d'envoyer les enfants des quartiers pauvres passer l'été dans les montagnes appenzelloises. Ces images, elles, datent de 1961, l'âge d'or des colos. Cher papa et chère maman, j'ai bien reçu votre carte. Je l'ai lue avec plaisir. Chers parents, j'espère que vous allez bien. J'espère que Raymond est guéri. J'espère que Daki va bien. Sans téléphone portable ni Instagram, sans tablette ni jeux vidéo, mais comment faisait-il donc pour s'amuser ? Le travail de la glaise possède aussi ses adeptes. Mais la joie profonde ne réside-t-elle pas dans la peinture où l'on peut s'en donner à cœur joie et barbouiller la toile de sac avec un goût indiscutable d'ailleurs ? Certaines inventions sont arrivées jusqu'à nous. Les vacances au club, tout compris. Je vais vous présenter les géos. Qui sont les géos ? Les géos, ce sont les gentils organisateurs. Vous êtes les GM, les gentils membres. Le Club Med à Lézin en 1967. Quelle ambiance ! D'autres trouvailles n'ont pas survécu, comme cette auto-lunch imaginée par l'Automobile Club de Suisse. Monsieur a choisi un endroit tranquille à l'écart de la route dans lequel il pourra obtenir l'auto-lunch de la CS, déjà répandue dans un certain nombre de restaurants du pays. De quoi s'agit-il? En somme, d'un repas léger et facilement digestible qui doit nourrir sans surcharger l'estomac. Quant aux boissons alcoolisées, il est préférable de les réserver pour le terme de l'étape. C'est en effet préférable. Les années 60, c'est l'avènement du tourisme de masse et son cortège de désagréments. Comme par exemple les bouchons interminables. Ou alors l'invasion des lieux à la mode. En 1961, à Saint-Tropez, on frôle déjà l'overdose. Les voilà. Ils arrivent. Ils débarquent. En rang serré, compact, comme les hordes d'Attila, de Hannibal, de Paris, de Genève, de Hambourg, de Stratford-sur-Avon, shakespearienne, de Bumplitz, de Stockholm et même d'ailleurs, en rang serré, avec des Kodak à 30 balles, en pèlerinage, comme à Lourdes. En Suisse aussi, les vacances se banalisent. Tout le monde veut les prendre, quelle que soit la destination. Je pense que nous irons au bord de la mer. Moi, je vais probablement en Allemagne cet été. En Espagne. Je pars 3 semaines à Rome. Prendrez-vous des vacances, madame? Oui. Où irez-vous en vacances? À Salvan. À Salvan. À Talva. Oui, à Talva. À Salvan. Salvan. Mais il y a une catégorie de la population qui ne part pas souvent, ce sont les paysans. Quel âge avez-vous, monsieur? Oh, moi, j'ai 77. Et vous avez pris des vacances tout de même? Jamais de ma vie. Vous n'êtes jamais parti en vacances? Non, jamais parti en vacances. Et pourquoi? La fois, on a le bétail, on ne peut pas tout laisser. On n'a jamais de vacances. Pourquoi?
parce que, vous voyez, on est seul à la maison, on n'a pas de moyen pour prendre des vacances. Les pauvres n'auront pas connu nos belles vacances du 21e siècle avec ces vols annulés, les galères dans les aéroports. En 1959, par Émile Fabre, l'auberge de la Vieille Tour fait partie... Les jolies vidéos sur Internet qui vous promettent luxe, calme et volupté. Les dalles sont fêlées. Mais une fois sur place, le séjour tourne vite au cauchemar. Ils sont complètement attaqués par l'humidité locale. Une maison somptueuse, des vacances de rêve, tout a disparu, l'argent... Bref, tous ces cas qu'à bon entendeur dénonce depuis des années. Ce qui ne nous empêche pas de vous souhaiter de très belles vacances. Séquence au-delà des apparences. Elles sont rouges comme le drapeau suisse, encore que maintenant il y ait pas mal de variantes. Elles sont résistantes, font partie intégrante de l'imagerie helvétique et pourtant, ces fleurs qu'on voit partout, les géraniums, pélargonium de leur vrai nom, sont bouturées très loin de chez nous, mises en terre encore ailleurs. Autant dire que la véritable suissitude de ces fleurs pose question. Une séquence de nos collègues de Kassensturz, adaptée pour vous par Delphine Mistelli. Désuet et intemporel, le géranium, véritable emblème national, fait partie de notre patrimoine culturel. Il se marie à merveille avec les chalets les plus traditionnels, pourtant il pourrait bien être l'étranger le mieux implanté de Suisse. Originaire d'Afrique du Sud, il aurait été amené par des touristes anglais à la fin du 19e siècle. Très robuste, il s'adapte à tout, même à nos montagnes. Dans les rayons des jardineries, c'est la fleur en pot la plus populaire. Rien que dans les magasins Landi de Suisse, on en vend chaque année plus de 2 millions. Les 3/4 sont produits à l'étranger. Les géraniums suisses coûtent nettement plus cher. La pépinière Upland à Hirschtal en Argovie est l'un des plus gros producteurs suisses de géranium. Ici, on en met en pot plus de 55 000 par année. Mais nous allons voir que ces plantes, pourtant estampillées production suisse, n'ont pas grandi que chez nous. Le directeur nous explique pourquoi. D'une part, c'est un problème climatique. Nous n'avons pas assez de chaleur et de lumière en Suisse pour avoir une production de jeunes plants. Mais d'autre part, c'est aussi que le marché n'existe pas en Suisse. Nous importons des plantes, mais nous n'exportons pas. Nous n'avons donc pas assez de capacité, de quantité. Ça ne vaut pas la peine de produire des jeunes plants en Suisse. Le leader mondial des plantes ornementales, c'est Selecta One à Stuttgart. Dans ses serres chauffées, le géranium est l'un des produits phares. Ici sont créés et sélectionnés les géraniums de demain. Alors voilà les nouvelles couleurs. Nina Neu est phytogénéticienne. C'est elle qui évalue les nouvelles sélections. Il s'agit soit d'une amélioration d'une variété déjà existante, soit d'une nouveauté, c'est-à-dire d'une couleur que nous n'avons pas encore. Toutes les variétés qui sont intéressantes sur le plan commercial et que nous préférons sont testées au cycle suivant, en pied mère, pour l'enracinement, pour la production de boutures. Ce n'est que si les variétés poussent bien qu'elles peuvent aller plus loin dans le processus commercial. Une fois sélectionnés, les heureux élus s'envolent au Kenya. Dans ce site de production qui emploie 2000 personnes, les géraniums vont profiter des meilleures conditions pour se reproduire. Un climat chaud et lumineux. Ces travailleuses cultivent les pieds-mères, des petites plantes enracinées sur lesquelles elles vont prélever des boutures. Chaque bouture va donner une plante. Dans un carton, plusieurs centaines de futurs géraniums. Ce sont donc des milliers de boutures qui sont renvoyées à Stuttgart. Là, elles vont être mises en terre pour enfin s'enraciner. Selecta One produit 85 millions de géraniums par an.
Pourquoi les boutures sont-elles produites en Afrique? C'est parce que nous n'avons pas la main-d'œuvre disponible ici en Europe. Nous n'avons pas les terres dont nous avons besoin pour ces plantations mères. Et bien sûr, nous pouvons utiliser les avantages climatiques en Afrique pour économiser l'énergie et les ressources. D'un côté, vous dites que vous économisez de l'énergie, mais de l'autre, vous faites venir ces boutures par avion en Allemagne? Oui, c'est vrai, mais en moyenne, c'est un processus de production plus favorable à l'environnement que si vous le faisiez localement. Un mois plus tard, les plants arrivent par camion en Suisse. Chez Hooplant, ils sont mis en pot et continuent à pousser pendant 2 à 3 mois jusqu'à la mise en rayon. Alors que les boutures sont cultivées au Kenya, enracinées en Allemagne et mises en pot en Suisse, tous ces géraniums portent le label bio suisse. C'est parce que la plante pousse la plus grande partie du temps chez nous, mais surtout dans des conditions bio, sans pulvérisation chimique et sans engrais minéraux. À condition d'être mis en pot chez nous et d'y passer au moins 80% de leur croissance, les géraniums, comme toutes les autres plantes en pot, bénéficieront de l'étiquette « Production suisse ». Ces millions de plants de géranium vendus chaque printemps dans les jardineries suisses ont beaucoup voyagé. Est-ce qu'ils peuvent vraiment porter une étiquette avec une croix blanche sur fond rouge? Qui de mieux placé que vous pour y répondre, Olivier Arco? Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le président de Jardin Suisse, l'association suisse des entreprises horticoles. Alors, on a un peu de peine à comprendre comment, finalement, une bouture comme celle que vous avez dans la main, qui vient du Kenya, ensuite elle part vers Stuttgart pour donner un géranium, mais d'abord qui est planté en terre en Allemagne, et puis parce qu'elle passe simplement 2 à 3 mois en Suisse, elle a le droit de porter un passeport suisse. On a un peu de peine à comprendre. Il existe une norme, Suisse Garantie, qui préconise que 80% de la culture doit se passer en Suisse pour qu'un géranium ait le passeport suisse, comme vous dites. Et ce sont des experts indépendants qui mesurent ces paramètres et qui viennent tester les entreprises pour que cette norme soit concrétisée comme il le faut. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas un circuit un peu plus court, Kenya-Suisse, par exemple, direct? Alors, la multiplication des plantes et l'obtention de nouvelles variétés, qui est très exigeante, c'est quelque chose qui a disparu de Suisse. C'est un nouveau métier, c'est une spécialisation qui n'a plus cours dans notre pays. Pourquoi? Parce que c'est très exigeant, la création de nouvelles variétés. Par exemple, voyez le problème des résistances aux maladies. Ce matin encore, j'ai dû aller défendre tout ce qui a trait aux pesticides dans notre métier. On essaye de diminuer drastiquement l'utilisation des pesticides. C'est un exemple. Et il nous faut des variétés très résistantes. Et puis, ces recherches prennent beaucoup de moyens. Et en Suisse, on n'aurait pas la capacité, les volumes pour pouvoir déployer ces recherches, par exemple. Ça se fait au niveau européen. D'accord pour les recherches, mais pourquoi est-ce que les boutures qui sont faites au Kenya ne pourraient pas arriver directement en Suisse au lieu de passer par Stuttgart? Alors, il ne m'appartient pas de réviser les circuits prévus par nos collègues allemands. Je suis juste président de Jardin Suisse et je ne sais pas comment ces gens sont organisés. Ce serait peut-être une évolution qui serait utile et intéressante. Un circuit court, un peu plus court en tout cas, finalement. Mais aussi, pourquoi est-ce que le fait de mettre en pot un géranium en Suisse fait que les géraniums avec un passeport suisse, comme je le disais, coûtent plus cher que les géraniums qui ont été élevés à l'étranger? Votre question est très intéressante parce qu'une culture, ce n'est pas seulement un temps d'attente. Oui. Vous voyez, entre cette bouture qui a été prélevée, le cas échéant, en Afrique et qui est acheminée en Allemagne pour être enracinée, imaginez la même bouture avec quelques racines. Oui. Et la plante que nous avons ici, ce n'est pas seulement 2 ou 3 mois d'attente. Ce sont de multiples opérations. Il a fallu arroser cette plante, l'empoter déjà, l'arroser, lui donner de l'engrais, la soigner, respectivement, si les maladies arrivent, en prendre soin, l'étiqueter, l'emballer, la transporter. Et cela représente précisément les 80% du temps dont nous parlions tout à l'heure. Donc, ce qui justifie un coût plus élevé qu'un géranium qui aura été mis en pot en France ou ailleurs, par exemple? De toute évidence, puisque toutes ces opérations sont menées par du personnel helvétique sur sol suisse, qui est bien plus coûteux que ce qu'on aurait, le prix du travail dans d'autres pays européens notamment. Merci beaucoup pour vos explications. Très bonne soirée à vous. Merci.
On parlera café mardi prochain dans À bon entendeur. Comment ça se fait que le prix du petit noir qui se consomme en bistrot ne change pas alors que le cours du café est à la baisse? Imaginez 60% du négoce mondial de café passe par la Suisse. Aujourd'hui, les cafés grands crus sont très à la mode. Leur prix peut atteindre des sommets, pas au bistrot, mais acheté en paquet. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un café grand cru? Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de définition, même pas du tout. Et ensuite, est-ce qu'ils sont si exceptionnels que ça? Réponse mardi avec une dégustation très pointue, sans oublier un coup d'œil sur les ingrédients des cafés froids que vous pouvez acheter à l'emporter. On ne peut pas dire que ça manque de sucre. Une émission qui vous sera présentée par Malik Melli, ainsi que d'ailleurs les suivantes qui vous accompagneront jusqu'à fin août. Des spécialités dans un très beau décor naturel. Malik vous expliquera tout ça. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouvera dans 2 petits mois, ce qui nous donnera aussi le temps de vous préparer de nouvelles émissions pour la rentrée. D'ici là, je vous laisse entre de bonnes mains et vous portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.